Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons aborder un sujet d'actualité. Bon, dans les faits, j'ai 2 mois de retard, mais comme d'habitude, on traite des sujets qui ont 1 siècle, 2 siècles, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, je me dis que pour cette fois, on n'est pas trop mal. Qui dit été en France dit festival, et qui dit festival, je pense que certains d'entre vous l'auront déjà deviné, notamment grâce au titre, dit Festival d'Avignon. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez la modernité de notre sujet d'aujourd'hui. Et pour connaître un petit peu plus les grandes lignes de l'histoire de ce festival mythique, c'est par ici. La première édition du Festival d'Avignon a eu lieu en 1947 et ne portait pas encore ce nom. L'idée naît lors d'une exposition de peinture et de sculpture contemporaine. Elle est installée dans la grande chapelle du Palais des Papes, située sans surprise à Avignon, par René Char, poète, et Christian Zervos. Ce critique et collectionneur réclame pour son exposition une représentation de Meurtre dans la capitale de T.S. Eliot et montée par Jean Vilar. Il s'agit du premier grand succès public de ce metteur en scène qui a pour ça reçu le prix du théâtre à Paris. Vilar commence par refuser. La scène est trop vaste et, d'après ses mots, trop informe pour l'habitué des petites scènes qu'il est. De plus, il n'a plus les droits de la pièce. Il propose à la place de présenter 3 pièces. Richard II de Shakespeare, Toby et Sarah de Paul Claudel et La terrasse de midi de Maurice Clavel. Si le public connaît Shakespeare, il n'en connaît pas Richard II, et Maurice Clavel est un auteur contemporain, ce n'est que sa 2e pièce. Cette proposition ambitieuse est présentée à Christian Zervos, qui la décline faute de budget, mais qui redirige le metteur en scène vers la mairie d'Avignon. Ce sont la municipalité et le conseil général de Vaucluse qui soutiendront le projet, et ce sont les militaires du génie casernés à Avignon qui monteront la scène du Palais des Papes. En septembre 1947 a donc lieu la première semaine d'art, où Vilar propose ses 3 projets, selon sa volonté, dans 3 lieux différents. 7 représentations ont lieu, qui sont réparties entre la cour d'honneur du Palais des Papes, le théâtre municipal et le verger d'Urbain V. 10 mois plus tard a lieu la 2e édition du Festival d'Avignon, dont on considère que la semaine d'art était la première version. Vilar y propose La mort de Danton, écrite par Bouchner et traduite par Adamoff, une reprise de la tragédie de Richard II de Shakespeare et Scheherazade de Jules Supervielle. Certains des spectacles de la programmation sont ensuite repris à Paris. Le nom de Jean Vilar rappelle avant tout un concept politique, celui de la démocratisation culturelle. Vilar est né à Sète, comme Brassens, et il est monté à Paris pour y vivre de son art, comme Brassens, il voulait être auteur. Ce sont surtout des tournées en province qui le lui ont permis, et qui, en l'amenant à jouer de fait devant des publics populaires, lui ont appris à aimer et valoriser cette expérience. Fort du succès d'Avignon, il devient, en 1951, le directeur du Théâtre National de Chaillot. Il le renomme alors par son nom d'origine, le Théâtre National Populaire, et le délocalise à Suresnes, dans la banlieue parisienne. Car tout, jusque-là, se passait à Paris. En sortant de la capitale pour aller en visiter sa banlieue, ou, mieux encore, en proposant un festival de théâtre à Avignon en pleine province, Vilar innove. Vilar cherche à rendre le théâtre plus accessible à des publics plus variés. Il propose des tarifs plus abordables, entreprend des partenariats avec des comités d'entreprise, rend gratuits les programmes et les vestiaires. Aucune discrimination sociale n'est appliquée dans les gradins. Il expérimente et rôde des spectacles en Avignon avant de les jouer à Paris. Il fait partie des pionniers de la démocratisation et donc de la décentralisation du théâtre qui est, comme souvent, en pleine phase de renouveau en France. Il cherche à s'adresser à la jeunesse et à créer du lien entre différents univers. Il oriente le Théâtre National Populaire comme le festival vers les associations, vers les amicales laïques qui sont en gros des associations de parents d'élèves. On organise pendant le festival des débats, des discussions, des lectures. La démarche est noble et Vilar n'a de cesse d'expérimenter de nouveaux formats et de faire de nouvelles propositions.
Les expérimentations menées par Villard durant le festival prirent des directions variées et toutes ne perdurèrent pas. Presque 20 ans durant, la programmation du Festival d'Avignon s'appuie quasiment exclusivement sur celle du Théâtre National Populaire, dont Villard cède la direction en 1963. Les quelques metteurs en scène qui sont invités au Festival d'Avignon sont eux-mêmes issus du TNP. Au fil des années 60, de nouveaux visages sont ajoutés à la programmation et en 1966, la durée du festival s'étend à 1 mois et demi. Une nouvelle troupe permanente, celle du Théâtre de la Cité, est ajoutée à la programmation et on voit les premiers spectacles de danse annonçant l'ouverture du festival à de nouvelles disciplines. L'année suivante, c'est le cinéma qui s'invite à la fête avec une projection en avant-première dans la cour d'honneur du Palais des Papes de La Chinoise. Il faut dire aussi qu'en 1966 a commencé à émerger l'idée, qui se concrétise d'année en année, d'un festival off en opposition au IN d'Avignon. À l'origine du off, André Benedetto, qui ouvre son Théâtre des Carmes pendant le festival 1966 pour proposer sa propre pièce, Statue. Joué en même temps que Villard à Avignon est une véritable provocation qu'il récidivera l'année suivante, posant ainsi les premières pierres du off. L'année 1968 sera, à tout point de vue et pour les deux festivals, une année charnière. Les mouvements de mai 68 ont, comme dans tous les milieux, laissé leurs traces sur le milieu théâtral. Le résultat des courses a été une grève des comédiens qui a privé le festival de toute sa programmation française. Près de 83 des spectacles prévus sont annulés. Reste une troupe qui s'appelle le Living Theatre, troupe américaine d'origine, une représentation de Béjart dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et le cinéma, qui compense ainsi un petit peu l'annulation du Festival de Cannes. Le 18 juillet 1968, le préfet du Gard annonce la censure de La Paillasse aux seins nus de Gérard Gélas et qui prenait place dans la programmation non officielle du festival, c'est-à-dire dans le off. Gérard Gélas trouve du soutien dans la compagnie du Living Theatre qui fait donc partie du IN et se dresse en bloc avec eux contre Jean Villard. L'ambiance tendue éclate et le Living Theatre se désolidarise de la troupe de Béjart en demandant à Villard de faire jouer Gélas à leur place dans le IN. Le maire et Villard refusent et des manifestations éclatent pour protester contre la censure ostensiblement opérée par le festival. Cet instant est crucial. Le festival off vient d'entrer de force dans le festival in. Par la même occasion, il a pérennisé son existence et son opposition au in. Les événements iront loin. Le Living Theatre finira protégé par la gendarmerie pour ne pas être, et je cite, nettoyé par une bande de citoyens farouchement ulcérés par la présence de ces étrangers manifestement hippies. Le Living Theatre en question quittera le festival d'Avignon lorsqu'ils se verront refuser et interdire de jouer dans un quartier populaire de la ville. Ils publieront une déclaration pour expliquer leur départ, dont le 7e point énonce ainsi: « Nous quittons le festival parce que le temps est venu pour nous de commencer enfin à refuser de servir ceux qui veulent que la connaissance et le pouvoir de l'art appartiennent seulement à ceux qui peuvent payer. Ceux-là même qui souhaitent maintenir le peuple dans l'obscurité, qui travaillent pour que le pouvoir reste aux élites, qui souhaitent contrôler la vie de l'artiste et celle des autres hommes. Pour nous aussi, la lutte continue. » À compter de 1969, le in et le off évoluent donc séparément même s'ils ont lieu quasiment aux mêmes dates. Cette année ouvre pour la première fois les portes du festival à l'Opéra. En 1971, Jean Villard décède des suites d'une crise cardiaque en laissant le festival à ses successeurs. Les années 70 seront surtout l'occasion du développement des idées qu'il aura laissées derrière lui, notamment en la personne de Jean Puot qui montera la maison Jean Villard qui est la mémoire du festival. Pour le off, ce sera le moment de l'expansion. En 1982, Alain Léonard, lui-même acteur, a deux idées brillantes qui permettent de structurer un petit peu ce bazar qui s'est construit presque tout seul. Il met en place un programme qui recense tous les spectacles qui ont lieu durant le festival et qui n'existaient pas jusqu'alors. Il crée en second lieu une association qui permet aux spectateurs, s'ils souscrivent, d'obtenir une carte leur offrant des réductions sur les spectacles. Cette carte existe toujours aujourd'hui. Les années 80 sont aussi pour le IN une période de restructuration. Régi par une municipalité, il n'est donc pas subventionné par l'État. Une association loi 1901 est créée et chacune des collectivités publiques qui subventionnent le festival sont maintenant représentées dans son conseil d'administration. Les festivités sont de plus en plus importantes. En 1987
Est ainsi joué par exemple le Soulier de satin mis en scène par Antoine Vitez et durant modestement 14 heures. Les deux festivals ont évolué en parallèle mais ont montré leur complémentarité en 2003. Les intermittents du spectacle, acteurs, techniciens, danseurs, bref à peu près toutes les personnes concernées par le festival, ont fait grève pour protester contre la réforme de leur régime d'indemnisation. De fait, et pour la première fois, le festival IN a été annulé. Or, le OFF n'avait pas tellement le choix d'avoir lieu. Puisqu'il est autofinancé par les compagnies qui y participent, elles ne peuvent pas se permettre de renoncer aux représentations qu'elles ont déjà financées et de renoncer par là même aux billetteries de ces représentations. Mais l'ambiance était particulière avec seulement une moitié du festival représenté. Jusqu'à la fin des années 2010, le festival OFF a vu sa construction évoluer jusqu'à changer d'association animatrice. Après une période de confusion où plusieurs associations se disputent la médaille, c'est finalement Avignon Festival et compagnie qui remportera la bataille. Il change la politique de l'organisation et impose une participation financière aux compagnies. Et chaque année, la quantité de représentation tant dans le OFF que dans le IN augmente. Depuis 2003, les deux festivals évoluent donc parallèlement. La direction du IN a orienté ses efforts sur le développement et le rajeunissement des publics atteints. Le OFF, lui, a continué de se développer et a adopté certains rituels comme par exemple la grande parade d'Avignon, où tous les participants du festival défilent dans les rues en arborant leurs costumes de scène. Le caractère indissociable du IN et du OFF est de plus en plus admis. En 2014, la nomination au poste de directeur d'Olivier Py a plutôt grandement fait bouger les choses. Premier artiste à diriger le festival depuis Jean Vilar, il est aussi le premier metteur en scène à avoir, avant sa nomination, autant joué dans le IN que dans le OFF. En 2014, il assiste à la conférence de presse d'ouverture du OFF et acte ainsi pour la première fois l'intérêt réel du IN pour le OFF. Sa succession a eu lieu ce mois-ci. Thiago Rodrigues ayant pris son mandat le 1er septembre 2022, il est artiste et sera le premier directeur étranger du festival. Ceci étant dit, un autre point est à soulever quand on parle du ou des festivals d'Avignon, et qu'on peut difficilement, ou en tout cas que je ne peux difficilement pas évoquer sans avoir mauvaise conscience. Il s'agit du parallèle entre les volontés politiques originelles du festival, les volontés politiques actuellement prônées par le festival et la réalité tangible des faits. Sur le papier, tout va bien. Py et son équipe ont cherché à développer davantage encore la démocratisation culturelle effectuée par le festival. Pour élargir son périmètre d'action, ils mettent en place ce qu'ils appellent une décentralisation des 3 km, supposée permettre une programmation itinérante et renouant avec le souvenir des théâtres de Tréteaux. Dans les faits, le plus grand festival de théâtre de France, voire du monde, pose question, si ce n'est problème. Cette décentralisation, hautement prônée par les acteurs du festival, semble en réalité correspondre davantage à une délocalisation. Les spectacles qui sont montrés aux spectateurs d'Avignon sont aujourd'hui encore, et comme du temps de Jean Vilar, directement issus ou promis aux salles parisiennes. Le public qui se déplace pour assister à l'événement vient en grande partie de Paris, et cette gigantesque foire théâtrale regroupe en un mois l'activité habituellement réservée à la capitale. Les données relatives à l'étude des publics 2021 montrent clairement l'ampleur de ce phénomène. 12,7% des personnes ayant répondu à l'enquête venaient du Vaucluse, et donc du département où se déroule l'événement, tandis que 14,9% des spectateurs, eux, venaient de la région parisienne. Qu'en est-il donc de la décentralisation ou encore de la démocratisation ? Dès ses débuts, Vilar se voyait accusé de ne pas s'adresser aux bonnes personnes ou en tout cas pas de la bonne manière. Sur les 4800 spectateurs qui ont assisté à la Semaine d'Art de 1947, 2900 seulement ont payé leur place, 1900 autres étant invités. Le festival IN, depuis toujours et selon les périodes, est accusé d'être élitiste et ou élitaire, c'est-à-dire d'être conçu par une élite pour une élite. Les directions du festival s'en sont toujours défendues et réalisent chaque année des études de public visant clairement à montrer l'hétéroclisme de leur composition. Chaque directeur a aussi tenté de maintenir les idéaux de Vilar tout en développant le festival.
Olivier Py, par exemple, se targue en fin de mandat de tendre vers une parité parfaite et d'avoir fait grandir le festival à l'international. Mais pour autant, certains principes, certaines traditions sont questionnantes de fait. Comme à chaque étape de l'histoire du théâtre, un conflit couve entre ceux que nous pourrions appeler les modernes et ceux que nous pourrions appeler les anciens. Ces deux parties ont des conceptions très différentes de ce que doit être le jeu scénique. L'une des autres vanités du festival que de pouvoir présenter des formats extraordinairement longs peut aussi poser question. Cette année ont par exemple été proposés Le Nid de Cendre de et par Simon Falguière en 13 heures et Ma jeunesse exaltée de et par Olivier Py en 10 heures. Je me contenterai de poser cette question. Bien que les amateurs de théâtre soient souvent friands de ce type d'exploit, un public populaire, souvent non initié, est-il en mesure d'apprécier une représentation durant 10 heures voire plus? Enfin, le parallèle entre le in subventionné et le off qui ne l'est pas est absolument terrifiant. Cette année, 1570 spectacles ont été proposés durant les 3 semaines qu'a duré le festival. C'est un chiffre absolument énorme et difficilement concevable, mais malheureusement facilement explicable. Le Festival d'Avignon est une gigantesque vitrine, tant pour les acteurs, pour les spectateurs, que pour les programmateurs, et les jeunes compagnies se sentent donc souvent obligées de passer par ce chemin-là. Le problème, c'est que le prix en est absolument faramineux et que la réussite n'est absolument pas assurée. Une nouvelle question se pose donc. Si le Festival d'Avignon s'est transformé en une gigantesque foire à l'emploi qui exige de toutes les compagnies qu'elles s'y montrent, au risque de faire faillite et de n'avoir absolument aucune programmation de l'année suivante, peut-on encore parler de démocratisation et de délocalisation culturelle? L'arrivée de Thiago Rodrigues à la direction du festival cette année ouvre un nouvel espoir pour ceux qui ont trouvé les 2 mandats d'Olivier Py trop conformistes et trop classiques. Et ce, même si les prises de position politiques du nouveau directeur du festival posent elles aussi question, et notamment face à la cancel culture qu'il serait susceptible de mettre en place. Mais il ne faut pas faire de pronostics, sauf si on aime parier, ce qui n'est pas mon cas. Du côté du off, David Harold, qui est notamment le coprésident de Avignon Festival et compagnie, questionne le fonctionnement économique du off par rapport au in et souhaite le repenser avec et pour les acteurs de la culture. Nous verrons l'année prochaine quels auront été les choix faits par ces 2 directeurs, et nous ne pouvons qu'espérer que les festivals d'Avignon, qui, bien que truffés de défauts, restent des manifestations théâtrales absolument extraordinaires, connaîtront dans les prochaines années une évolution cohérente avec leurs objectifs respectifs initiaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur le Festival d'Avignon, ou que vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo, à vous abonner si ça n'a pas encore été fait, enfin quand même, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.